Pendant des décennies, la carte géopolitique de l'Afrique du Nord-Ouest avait un point d'ancrage incontournable, Paris. Pour le Maroc, toute ambition européenne, qu'elle soit économique, politique ou culturelle, passait presque inévitablement par la capitale française. Paris était la porte d'entrée par défaut, le partenaire historique, le centre de gravité. Mais les plaques tectoniques de l'influence sont en train de bouger. Cette centralité française s'érode. Ce n'est plus le cas. Observez attentivement, car il y a un nouveau triangle qui se dessine sur la carte. Un triangle de pouvoir, d'énergie et d'ambition. Ces sommets ne sont plus ceux que l'on attendait. Rabat, le pivot stratégique. Londres, le centre financier post-Brexit, en quête de nouveaux horizons. Et Madrid, le voisin ibérique pragmatique. Ensemble, ils construisent une nouvelle architecture de coopération qui contourne délibérément Paris. Et cela change la donne, non seulement pour le Maroc, mais pour toute la région. 2 méga-projets sont les piliers de cette nouvelle réalité. Premièrement, le projet le plus audacieux de tous, le câble électrique Maroc-Royaume-Uni, connu sous le nom de Eastlinks. Le concept est d'une simplicité désarmante et d'une ambition folle. Imaginez récolter l'un des atouts les plus abondants du Maroc. Le soleil quasi ininterrompu de la région de Guelmim Oued Nou. Ajoutez-y la puissance constante des alizés qui balayent la côte atlantique. Nous parlons d'une ferme hybride de 10,5 gigawatts, combinant solaire et éolien sur une superficie de 1500 km². Mais la clé, c'est de surmonter l'intermittence. Le projet intègre donc une gigantesque batterie de 5 gigawatts, capable de stocker 20 gigawattheures. C'est elle qui garantit une production stable, transformant l'énergie renouvelable en une source de base fiable. L'énergie est ensuite acheminée via 4 câbles sous-marins à courant continu haute tension, HVDC. La seule technologie capable de transporter autant de puissance sur une distance aussi vertigineuse. 3800 km sous l'Atlantique. Ces câbles, de véritables artères énergétiques, remonteront le long des côtes portugaises, espagnoles et françaises pour se connecter directement au réseau britannique dans le Devon. Le résultat ? 3,6 gigawatts de puissance prévisible et propre, disponible pour le Royaume-Uni près de 20 heures par jour. C'est la complémentarité parfaite. C'est assez pour alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques, de jour comme de nuit. L'énergie marocaine arrive précisément lorsque le Royaume-Uni en a le plus besoin, quand le soleil s'est couché sur la mer du Nord et que le vent, même dans la venteuse Grande-Bretagne, ne souffle pas. Pour Londres, c'est une aubaine stratégique. Cela diversifie son approvisionnement énergétique, une leçon durement apprise après les chocs gaziers récents. C'est une opportunité d'investissement massif pour la City, qui finance le projet. C'est la promesse d'emplois industriels, notamment dans les usines de fabrication de câbles au Royaume-Uni. Et c'est une victoire éclatante pour la décarbonisation, contribuant à hauteur de 8% aux besoins en électricité du pays. Traduction, le Maroc ne vend pas seulement de l'électricité, il vend de la stabilité, du soleil et de la prévisibilité. Et le Royaume-Uni n'achète pas seulement des électrons, il achète de la sécurité énergétique et un partenaire stratégique en dehors de l'orbite de l'UE. Tout le monde réduit sa dépendance à l'égard des sources d'énergie volatiles et des suspects habituels. Deuxièmement, le projet qui relie les continents, le tunnel sous le détroit de Gibraltar. Cette idée n'est pas nouvelle, elle hante les cartons des ingénieurs depuis les années 1980, souvent qualifiée de chimère, de projets pharaoniques irréalisables. Mais soudain, le rêve redevient un plan. Les études, le financement et surtout la volonté politique, tout s'aligne. L'Espagne et le Maroc ont officiellement relancé leur agence binationale dédiée au projet. Ils ont donné le feu vert à de nouvelles études géotechniques pour sonder les fonds marins complexes, une zone sismiquement active avec des profondeurs atteignant 900 mètres. Et ils ont lié les délais à un événement au calendrier immuable et à la portée planétaire. La Coupe du Monde de la FIFA 2030, co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. L'objectif n'est plus un vague « un jour », mais un très concret « avant 2030 ». Le plan prévoit une liaison fixe, probablement un tunnel ferroviaire, inspiré du succès du tunnel sous la Manche. D'abord pour le fret, puis pour les passagers. Pour la logistique, c'est une révolution. Cela signifie des chaînes d'approvisionnement qui évitent les goulots d'étranglement des ports et les aléas du transport maritime. Les produits agricoles et industriels marocains pourraient atteindre le cœur de l'Europe en quelques heures, pas en quelques jours. Pour le tourisme, c'est une promesse de flux continu, un tourisme qui ne dort jamais,
créant un circuit intégré entre l'Andalousie et le nord du Maroc. Et pour la géographie, c'est un bouleversement. L'Afrique du Nord serait physiquement et directement connectée au réseau transeuropéen de transport. Même si les premiers trains ne circulent qu'après 2030, chaque étape franchie d'ici là renforce le partenariat. Chaque étude commune, chaque accord de financement, chaque coup de pioche symbolique solidifie une coopération plus profonde dans des domaines essentiels. L'intégration des ports, l'harmonisation des douanes, le déploiement de câbles de fibre optique, créant une autoroute numérique, et le renforcement des interconnexions énergétiques existantes. Maintenant, assemblons les pièces. C'est ici que la stratégie du grand contournement devient évidente. Face à des relations devenues complexes et parfois froides avec Paris, le Maroc a cessé d'attendre un feu vert ou une bénédiction de l'Élysée. Il a activement cherché d'autres partenaires majeurs. Avec l'Espagne, il a transformé des points de friction historiques en leviers de coopération. La gestion de la migration, la coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Et surtout, la question sensible du Sahara occidental, où le changement de position de Madrid a été un tournant décisif. En échange, Rabat a offert une détente pragmatique et ouvert la porte à des investissements directs massifs, faisant de l'Espagne son premier partenaire commercial. Avec le Royaume-Uni, le Maroc a capitalisé sur le Brexit. Il a rapidement signé un accord d'association, consolidant le commerce. Il a approfondi les liens de défense, devenant un pilier de la stabilité régionale aux yeux de Londres. Et il a proposé le projet X-Links, cette artère énergétique phare qui lie leurs avenirs pour des décennies. Mis ensemble, le résultat est clair. Rabat s'est assuré le soutien de deux capitales poids lourds, membres de l'OTAN, dont l'une est une puissance nucléaire et l'autre une porte d'entrée majeure de l'UE, et qui surtout ne prennent pas leurs ordres à Paris. Car une fois que l'énergie commencera à circuler, l'influence politique circulera avec elle. Une fois que les rails seront posés, l'intégration économique suivra. Et une fois que les données circuleront librement, la dépendance mutuelle sera scellée. Alors oui, vous pouvez appeler cela un axe, un pivot, une nouvelle alliance. Moi, j'appelle ça de l'influence, bâtie non pas sur l'héritage du passé, mais sur les infrastructures du futur. Un câble alimenté par le soleil vers la Grande-Bretagne, un tunnel vers la péninsule ibérique, et une politique étrangère audacieuse qui transforme la géographie en une stratégie gagnante. Concrètement, où en est-on? Le projet X-Links, avec son budget de plusieurs milliards de livres, avance. Les études des fonds marins sont en cours, les permis sont en phase d'obtention et le point de connexion au réseau britannique dans le Devon est confirmé. La chaîne d'approvisionnement se met en place. Les câbles seront fabriqués au Royaume-Uni, tandis que les stations de conversion, cerveau du système, seront construites des deux côtés de la liaison. Bien sûr, les défis sont à la hauteur de l'ambition. La coordination géopolitique, les cycles de financement, les études d'impact environnemental et les difficultés techniques du forage en eau profonde sont des risques réels. Mais ils sont contrebalancés par des solutions pragmatiques, une mise en service par étapes, l'utilisation de la technologie HVDC déjà éprouvée et le rôle crucial de la batterie pour garantir la fiabilité. Pour le tunnel de Gibraltar, l'échéance de 2030 impose un rythme soutenu. Les prochaines étapes sont claires. Finaliser les études de l'agence binationale, choisir le tracé définitif et structurer le cadre de financement. Les bénéfices attendus sont tangibles, des heures, voire des jours, gagnés pour le fret, une résilience accrue face aux perturbations portuaires et la création d'un corridor touristique ultra rapide. La France peut encore jouer un rôle, bien sûr, mais elle devra s'adapter à cette nouvelle réalité, où elle n'est plus le partenaire obligé, mais un partenaire parmi d'autres. Car l'initiative, elle, a déjà changé de camp. Elle s'est déplacée vers le sud et vers l'ouest. Le Maroc a compris que dans le jeu du XXIe siècle, l'influence se construit autant avec des câbles et des rails qu'avec la diplomatie traditionnelle.